Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre salle virtuelle pour ce webinaire. Estimer la concentration en CO2 et ventiler correctement un espace de travail clos. Donc, ce webinaire a été organisé par les CARSAT Languedoc-Roussillon et la CARSAT Sud-Est. Donc, je vais tout d'abord nous présenter. Donc, moi-même, Julie Hurstel, ingénieure conseil à la CARSAT Sud-Est au laboratoire interrégional de chimie, avec Elisabeth Clareton, chargée de communication à la CARSAT Sud-Est. Et donc, nous sommes accompagnés de Pascal Carton, qui est contrôleur de sécurité à la CARSAT Languedoc-Roussillon. Et dans le chat, Patrice Velu, ingénieur conseil à la CARSAT Languedoc-Roussillon, au Centre interrégional de mesures physiques. Donc, nous allons vous présenter dans ce webinaire 2 outils. Le premier outil qui vous permettra donc de faire le calcul de la concentration en CO2 et son évolution dans un local fermé en fonction du nombre de participants et des caractéristiques du local, notamment la ventilation du local. Et un deuxième outil qui vous permettra de calculer le débit d'air neuf d'un local dont vous ne connaissez pas les caractéristiques. Ce point est intéressant, notamment pour des locaux assez anciens dont on ne connaît pas les débits de renouvellement d'air. Donc, après une première présentation, je passerai la parole à Pascal qui vous fera 3 études de cas pour vous présenter l'outil en question. Donc, la genèse de ce projet, c'est une action qualité de l'air intérieur, donc QAI, qui est en lien avec le programme risque chimique de l'assurance maladie et risque professionnel. Il est issu d'une collaboration entre l'INRS et les CARSAT Languedoc-Roussillon et Sud-Est. Cette collaboration a permis la conception du simulateur CO2 à travers les 2 outils que je vous ai décrits par les CARSAT, pour les locaux à pollution non spécifique, utile pour les locaux du tertiaire, notamment les bureaux, etc. C'est un outil que vous aurez opérationnel sur PC, tablette et smartphone. Pascal vous montrera comment accéder à l'outil directement sur la page web de la CARSAT Sud-Est. On va faire un petit focus sur le dioxyde de carbone. Alors, le dioxyde de carbone, c'est un très bon indicateur de confinement parce qu'il est produit par la respiration humaine. On admet qu'un individu sédentaire produit 20 litres/heure de CO2 et il est ensuite évacué par la ventilation du local. Des concentrations élevées, au-delà de 1000 ppm, conduisent à une réduction des performances cognitives. Plusieurs études ont été réalisées dans ce sens. Vous avez des références en fin de cette présentation que vous pourrez étudier pour aller plus loin. Et donc, une faible concentration en CO2 est un indicateur de bonne qualité de l'air, donc essentiel bien sûr pour le maintien des performances cognitives, mais qui permet aussi de limiter les risques de contamination biologique au quotidien. En effet, la respiration humaine rejette du CO2, mais elle rejette aussi des aérosols. Et en cas de maladie, ces aérosols peuvent contenir une charge virale. On admet que pour le Covid, une concentration de 800 ppm de CO2 permet de réduire les risques de contamination liés à ces aérosols. Il y a aussi, hors contexte pandémique, des épisodes de grippe, des épisodes saisonniers de gastro-entérite. Et donc, réduire cette concentration en CO2 permet aussi de réduire ce type de virus dans l'air et a donc une incidence sur l'absentéisme dans les entreprises. Les objectifs de cet outil simulateur CO2, il vous permettra de faire l'état des lieux de vos installations en place en fonction de l'occupation réelle des locaux. On a parfois des salles de réunion qu'on a réaménagées. Elles étaient prévues pour 2 personnes et finalement, elles sont occupées par 4 personnes. Quelle est l'incidence? Il vous permettra l'équilibrage et la modification des installations de ventilation existantes, de dimensionner aussi de nouvelles installations de ventilation dans le tertiaire, notamment dans le cadre de projets de bureaux dans le tertiaire, d'ajuster l'occupation des locaux au quotidien et aussi, en contexte pandémique, de définir des jauges. Donc, les études de cas, je vais passer la parole à Pascal et nous reprendrons la présentation par la suite. Donc, je passe la parole à Pascal. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Pascal Carton, contrôleur de sécurité au Centre interrégional de mesures physiques de la CARSAT Languedoc-Roussillon. Donc, on va passer à la partie pratique. Donc, pour faire cela, je vais partager mon écran.
Je vous demande 2 petites secondes. Donc, a priori, vous voyez maintenant ce que je vois. Donc, à partir d'un moteur de recherche, vous pouvez retrouver le simulateur de CO2 en tapant simplement simulateur CO2 CARSAT SE pour Sud-Est. Donc, le lien vous conduit à une première page ici avec un lien hypertexte qu'il faut choisir. Et cette fois-ci, on est rentré véritablement dans l'outil, donc enfin, dans la page qui donne accès aux 2 outils pour être plus précis, hein, donc le simulateur CO2 et puis la décroissance qui, comme vous le disiez Julie, va permettre d'estimer le débit, excusez-moi, à partir de la connaissance de la concentration en CO2. Donc on va démarrer avec le premier outil, hein, cette page vous donne aussi la définition des paramètres que l'on va utiliser, mais comme on va les voir au fil de l'eau, je ne m'attarde pas là-dessus pour le moment. Donc en cliquant sur simulateur, cette fois-ci, on est véritablement rentré dans l'outil avec un texte qui vous justifie notre choix de 20 litres par heure pour la production de CO2 d'un individu sédentaire que l'on a retrouvé dans la bibliographie, et puis la première série de paramètres qu'il va falloir saisir. Donc le premier paramètre, c'est la durée d'observation. Donc dans le premier exemple qu'on a choisi, on la fixe à 12 heures. C'est l'exemple d'une personne seule dans un bureau qui l'occupe de manière continue pendant 12 heures. Donc la deuxième paramètre que vous allez devoir saisir, c'est le nombre de séquences d'utilisation. Donc ces 12 heures, vous allez pouvoir les découper en différentes séquences d'utilisation. Vous aurez par exemple un nombre d'opérateurs qui va varier, donc il va falloir choisir ces paramètres secondaires dans un second temps, et la première étape consiste à définir le nombre de séquences. Donc dans notre premier exemple simple, on fixe ce nombre de séquences à 1. Ensuite, il va falloir saisir le volume du local qui va rentrer, qui va être pris en compte dans le modèle mathématique. Il faudra aussi saisir la concentration initiale en CO2, donc retenez dès à présent cette valeur de 400 ppm qui est à peu près la concentration moyenne en CO2 à l'échelle de la planète en extérieur. À l'intérieur, ça monte évidemment beaucoup plus haut potentiellement. Mais ici, on va choisir cette valeur par défaut tout au long de notre illustration ce matin. Dernier paramètre important, le taux d'infiltration. Alors, c'est en réalité le débit d'air neuf qui va rentrer dans le bâtiment par les fuites. Donc, vous voyez différentes valeurs et à côté, on a mis à quoi elles correspondaient dans un descriptif succinct. Donc, dans notre illustration de ce matin, on choisira un bâtiment récent sur un standard basse consommation, mais vous pouvez fixer ce paramètre en fonction des données que vous avez. Donc, voilà pour les paramètres. Ceux qu'on vient de saisir, vont être conservés tout au long du calcul. Les autres vont être propres à chaque séquence. Donc ici, on a défini une seule séquence, donc ça sera nécessairement sur l'ensemble de la période d'observation, 0-12 heures. Je vous ai dit un seul occupant. Une fois que vous avez saisi une valeur différente de 0 ici, alors pour la mise à jour, il faut changer de champ. Mais vous voyez que dès que j'ai saisi une valeur différente de 0 ici, vous avez un paramètre secondaire qui vient s'afficher, qui est la production de CO2. Et là encore, vous avez une liste déroulante qui correspond à différentes valeurs que peut prendre ce paramètre, hein, donc de 20 litres par personne à 48 pour une activité beaucoup plus soutenue en atelier. Et puis, vous avez même la possibilité d'en faire une saisie libre si vous en avez envie. Donc, dans notre première simulation, on va considérer un opérateur sédentaire seul dans son bureau. Donc, on va fixer cette valeur à 20. Et puis, il va évidemment falloir saisir le débit d'air neuf. Donc, on va partir sur ce que demande le code du travail dès lors qu'on fait de la ventilation mécanique dans le tertiaire. 25 mètres cubes par heure et par occupant, un seul occupant, 25 mètres cubes ici, dans cette simulation. Dernier paramètre, la concentration extérieure en CO2. On va garder cette valeur de 400 tout au long de la matinée, mais dans d'autres environnements, avec des pollutions, enfin des sources de pollution type industrielle ou autre, circulation, c'est sans doute la première cause de pollution au CO2, on pourrait choisir des valeurs plus élevées. Une fois qu'on a saisi l'ensemble des paramètres, on peut lancer le calcul. Donc la feuille de calcul vous donne l'évolution
de la concentration en CO2 et le tableau de valeur si vous voulez une analyse plus fine, demi-heure par demi-heure. Donc on retrouve une courbe à tendance exponentielle ici, qui tend vers une limite ici. On devine que cette courbe en fait va devenir de plus en plus plate et s'approcher d'une droite, d'une constante qui est donnée par la production de CO2 et excusez-moi, le débit d'air neuf. Donc c'est une valeur qui ne dépend pas du volume du local, contrairement à ce qu'on pourrait penser intuitivement. Le volume du local intervient dans la dynamique, dans la vitesse à laquelle la courbe grimpe en quelque sorte, mais n'intervient pas dans cette valeur plancher. Et si on fait une parenthèse dans un autre contexte de pollution industrielle, par exemple, quand vous avez une source de pollution au milieu d'un atelier, vous avez la même loi qui vous donne la valeur limite, ce qui veut dire comme le débit n'intervient pas, le volume du local n'intervient pas dans cette valeur limite, dimensionner un débit d'air neuf à partir du volume du local, c'est jamais vraiment une bonne idée. Je ferme la parenthèse et je ferme aussi cette première simulation, la plus simple, pas très réaliste, et on va se mettre dans un cas différent maintenant, avec non plus une séquence d'observation, mais 5, étalées cette fois-ci sur 24 heures. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Alors, je vais me caler sur les horaires de la journée, ce qui veut dire que la première séquence d'observation, on peut aussi faire une saisie manuelle ici, jusqu'à 8 heures, correspond à une période d'inoccupation. Le local en question est vide, mais la ventilation est en marche. On a les 25 mètres cubes. De 8 heures à midi, on revient dans le cas précédent d'un opérateur seul dans son bureau. Donc, on va me demander la saisie de la production de CO2, activité sédentaire 20 litres par personne et par heure. Et puis, on reste sur notre donnée réglementaire de 25 mètres cubes par heure de débit d'air neuf, avec une concentration extérieure en CO2 qui correspond à une valeur hors agglomération de 400 ppm. De 12h à 13h, la personne en question sort déjeuner, donc on revient sur un local vide, et on a toujours nos 25 mètres cubes par heure et par occupant. Ça devient un peu plus critique l'après-midi, puisque on va s'imaginer une réunion avec 5 collègues, donc 6 personnes en tout, et mon débit qui n'a pas de raison de changer si on n'y a pas. Alors, pardon, on est en activité de réunion, donc on va passer un peu sur une valeur un peu plus haute en production de CO2, 24 litres par personne et par heure. Et mon débit, il n'y a pas de raison qu'il change si on n'a rien fait pour, donc on reste à 25. La dernière séquence correspond à des locaux à nouveau vides et un débit d'air neuf qui reste constant. Alors si on lance le calcul sur ces paramètres-là, là, vous voyez que la tendance de la courbe est assez différente. On retrouve de 0 à 8 heures la période d'inoccupation où on a simplement la concentration extérieure en CO2 dans le local. Mais à partir de 8 heures, donc vous avez une première séquence d'occupation pour une personne seule. La concentration atteint une première valeur ici à 830 ppm. La pause déjeuner permet de redescendre un petit peu jusqu'à 703. Et puis la séquence critique de l'après-midi avec 6 personnes au lieu de la personne seule fait qu'on atteint presque 4000 ppm. Donc on est à des niveaux où le CO2 induit forcément des pertes de compétences, de capacité cognitive. Il n'y a pas de débat à ces valeurs-là. Et on s'approche d'ailleurs de la valeur limite d'exposition professionnelle pour le CO2 qui est à 5000. Voilà, donc ensuite, le local se vide des personnes qui l'occupaient, on a une décroissance. Mais vous voyez qu'ici, on n'a pas à minuit, donc 6 heures après que les personnes ont quitté le local, on est encore à 820 ppm. Donc voilà pour cette simulation un peu critique, mais qui décrit des situations réelles dans la vie de tous les jours au travail. On va maintenant essayer de se caler sur ce que l'on demande au niveau des CARSAT Sud-Est et Languedoc-Roussillon sur le débit d'air neuf par occupant. On juge cette valeur de 25 insuffisante, donc on l'a relevé aujourd'hui dans nos préconisations à 50 mètres cubes par heure et par occupant. Donc on va partir de cette valeur-là et on va s'imaginer un local particulièrement bien pensé où on peut booster la ventilation si
si la salle devient une salle de réunion ponctuellement, donc, pour atteindre la valeur de 300 qui correspond aux 6 personnes qui demandent chacune 25 mètres cubes par heure. Donc je vais mettre 25 ici, 50 ici, 50 ici, 50 aussi sur l'heure du midi, hein, c'est la valeur basse du système de ventilation. Et puis dans la séquence d'occupation à 6 personnes, on va passer à 300. Et pour la fin de journée, je reviens aux 50. Donc, on obtient quelque chose de très différent. Vous voyez qu'on retrouve la séquence d'inoccupation, mais ce qui diffère beaucoup, c'est les valeurs maximales atteintes. Donc, sur la matinée, on se limite à 700 ppm, hein, ce qui décrit un air d'excellente qualité. On redescend rapidement sur l'heure du midi, puisque le débit est double, hein, par rapport à ce qu'on avait fixé préalablement. Et l'occupation de l'après-midi à 6 personnes, avec un débit d'air neuf de 300 mètres cubes par heure, permet de limiter la concentration à 860 au lieu des 3800 si vous vous souvenez de la valeur de tout à l'heure. Donc à de telles valeurs, on reste au-dessus de alors la courbe en rouge, c'est la recommandation de la Haute Autorité de Santé qui, en contexte pandémique, demande 800 ppm dans les locaux où on peut porter le masque. Donc on reste au-dessus, certes, mais des valeurs en dessous de 900 ppm décrivent quand même un air de très bonne qualité. Donc cette valeur reste acceptable à nos yeux et on a quelque chose de beaucoup plus satisfaisant que la situation précédente. Donc voilà pour cet outil, ce simulateur qui vous permet de regarder comment va se comporter un local en fonction de la connaissance que vous pouvez en avoir en termes d'occupation ou de débit d'infiltration apporté par les fuites du bâtiment. On va maintenant regarder ce qui se passe avec le deuxième outil, hein, décroissance CO2, qui est une feuille de calcul beaucoup plus simple. Alors, c'est celle qui va vous permettre de calculer un débit réel d'air neuf dans un local à partir du suivi de la concentration en CO2. Donc évidemment, il faut vous équiper d'un petit détecteur de CO2. Hein. Vous allez trouver des produits de bonne facture sur le marché pour quelques centaines d'euros et même en entrée de gamme des choses encore moins chères. Hein. Donc c'est pas une ruine de s'équiper avec ce type d'instrument. Et vous allez l'utiliser de la manière suivante. Vous allez le placer dans le local, occuper, et fin d'occupation, vous allez relever la valeur indiquée par le détecteur. Vous allez également enregistrer l'heure à laquelle vous quittez le local, hein, donc, où le local n'est plus occupé, par exemple pour une pause déjeuner. Et au retour de cette pause, de cette séquence d'inoccupation du local, vous allez à nouveau relever la valeur. Donc ce sont les deux valeurs qui vont vous servir pour le calcul, en plus du temps d'inoccupation. Donc, si je reprends mon exemple précédent, avec une seule personne qui l'occupe de manière continue de 8h à midi, qui sort déjeuner pendant 1 heure, vous n'avez pas enregistré la valeur, mais moi je l'avais noté, donc on avait 830 ppm à la fin de cette séquence avec les paramètres que l'on avait fixés, c'est-à-dire 400 ppm pour la concentration de l'air neuf en CO2, un volume de la pièce de 100 mètres cubes et une durée d'inoccupation d'1 heure. La valeur finale, après 1 heure, était retombée à 703 et on estimait avoir un bâtiment BBC avec 10% de taux d'infiltration. Donc sur cette base, la dernière ligne, je reviendrai dessus ensuite, elle n'est pas indispensable pour le calcul. Vous pouvez lancer le calcul et vous obtenez le débit réel, donc en fraction du volume du local, hein, 35% ici du volume du local, hein, donc c'est ce qu'on appelle le taux de renouvellement horaire par heure. Vous avez le débit, vous avez la même valeur exprimée en débit d'air neuf équivalent, 35 mètres cubes, et à cette valeur, en fait, il faut soustraire, pour avoir ce qui est véritablement apporté par la ventilation mécanique, le débit apporté par les fuites ici de 10 mètres cubes heure. Donc on retrouve ce que l'on avait fixé, hein, on a choisi ces valeurs pour ça, pour l'exemple, de 25 mètres cubes par heure apporté par la ventilation mécanique. La dernière ligne ici, comme on n'a rien saisi, elle n'est pas exploitable, la valeur à 0 ne signifie rien, mais dans la pratique, vous pouvez combiner
à cette petite manipulation avec le détecteur de CO2 une mesure de débit sur les bouches de ventilation. Très fréquemment, les CTA recyclent une partie de l'air du local et n'introduisent qu'une fraction d'air neuf. Donc, vous allez mesurer en principe un peu plus en débit sur les bouches de ventilation. Et si vous avez fait cette mesure, on va le faire dans un exemple ici, sur l'ensemble des bouches de la pièce en question, vous avez mesuré un total de 60 mètres cubes. La dernière ligne vous donne le taux de brassage en air neuf, le taux de réglage de la CTA. Donc ici, sur le volume, le débit pardon, que vous avez mesuré en bouche, seulement 42% correspond à de l'air neuf. Donc j'en ai fini avec cette petite démonstration. Je vais libérer l'écran et puis maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat. Évidemment, on continue. Sinon, je repasse la main à Julie pour terminer la présentation. Donc, alors, vous allez retrouver les études de cas qui ont été décrites par Pascal donc, en fin de cette présentation. Vous pouvez télécharger la présentation directement depuis le webinaire. Et donc, vous avez aussi en dernière page les liens pour aller plus loin. Vous allez retrouver le dossier de l'INRS. Aussi, on a parlé du sujet le gain sur l'absentéisme pour maladie liée au renouvellement de l'aire des bureaux, des sources européennes de renouvellement de l'aire des bureaux, des articles des éditions législatives et aussi des lignes directrices sur la qualité de l'air intérieur résidentiel, notamment sur l'aspect dioxyde de carbone. Donc tous ces documents sont consultables sur Internet. Vous avez pu voir au travers de la présentation de Pascal l'intérêt de l'outil sur des locaux existants qui vous permet de dimensionner le nombre de personnes qui peut occuper une salle de réunion ou même une salle de formation, puisqu'on voit rapidement que si le dimensionnement des apports d'air neuf n'est pas fait correctement, on va avoir des pertes de capacité cognitive au niveau des personnes qui vont occuper ces locaux. Donc, c'est vrai que sur des locaux de formation, ça pose un problème si on est sur de l'acquisition de nouvelles compétences. Donc, c'est vraiment pour nous un sujet important, ce renouvellement d'air des locaux du tertiaire. Au niveau donc des questions du chat, donc comme vous l'a dit Pascal, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Pour le moment, nous n'avons pas de questions, mais il y a plusieurs questions qui reviennent régulièrement quand nous abordons ce sujet de la qualité de l'air intérieur, notamment pourquoi est-ce que nous recommandons 50 mètres cubes heure au niveau des CARSAT Sud-Est et CARSAT Languedoc-Roussillon. Donc Pascal, si tu peux apporter des éléments de réponse. Alors, cette recommandation, elle est issue d'une étude bibliographique qui a quand même été réalisée sur pas mal de supports. On a une étude américaine, une étude européenne, pardon, qui démontre que au-delà de 43 mètres cubes heure, donc pour des débits par occupant, au-delà de cette valeur, on arrive à réduire le nombre de jours d'absence de 1 à 2 par an et par salarié. Donc, le gain économique est évident pour l'entreprise. On a une autre étude, alors il y en a beaucoup, mais une autre étude américaine démontre que en dessous de 50 mètres cubes heure, on a une perte de 20% des compétences cognitives des salariés. Donc ces études vont dans le même sens globalement et la valeur de 50 mètres cubes sur le plan mondial est assez consensuelle finalement. Alors, on a Pierre qui demande si on peut revoir quelques secondes les courbes avec les séquences. Donc, on peut peut-être juste faire retourner la simulation une fois. Peut-être la simulation peut-être initiale quand on est à 25 mètres cubes heure. Oui, Pascal, d'accord. tu peux reprendre la main. Et on a aussi une question d'Aurélie. Peut-on prendre en compte la ventilation naturelle pour utiliser le simulateur? Donc aujourd'hui, si je vais donner un élément de réponse, mais il est compliqué d'estimer le débit d'air sur de la ventilation naturelle. Donc c'est vrai que le simulateur est fait pour prendre en compte de la ventilation mécanique. Oui, même si c'est vrai qu'on intègre l'infiltration par les fuites du bâtiment,
Mais la ventilation naturelle est extrêmement dépendante des données thermiques et de l'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, le débit d'air neuf apporté par une fenêtre ouverte, par exemple, est très variable en été et en hiver. Donc, c'est difficile à paramétrer et ça ne l'est pas en tout cas dans un modèle aussi simple que celui du simulateur. Donc, je réaffiche le premier cas, hein, si c'était ça la demande. Alors, on s'était dit 12 heures. Peut-être non, le cas, tu sais, le plus complexe, je pense, avec les D'accord. 6 Alors, utilisateurs et 25 mètres cubes heure, je vais puisque c'est essayer là, d'aller vite. oui, c'est là Je qu'on vais a essayer une d'aller courbe. vite. Alors, c'était 5 séquences à un volume et ont été à 10%. Donc, première séquence, 0,8 heures, pas d'occupant et 25 mètres cubes. Voilà, deuxième séquence, 8 heures, 12 heures, un seul occupant. Et on est toujours, alors, production 20 litres et on est à 25 mètres cubes. La pause déjeuner, 25. La réunion de l'après-midi avec les 6 personnes. Et on était passé à 24 de mémoire. On est toujours à 25. Et la dernière séquence d'inoccupation avec les 25 mètres cubes, normalement. Je suis revenu. Voilà. C'était cette courbe-là qui posait question. C'était pas précisé par Pierre, mais c'était revoir une courbe. Mais je D'accord. pense que c'est vrai que c'est celle où on a le plus d'évolution. Et peut-être après, derrière, on peut remettre celle où, tu sais, on est à 50 mètres cubes heure par occupant finalement. D'accord. Donc, Donc ici, on voit qu'on atteint 3800. C'était ça principalement à retenir. Valeur qu'on retrouve dans le tableau ici. On atteint 3852 au maximum. Avec, si on passe à 50 mètres cubes par occupant, bon, cette valeur-là n'a pas d'importance. Là, on passe à 50. Sur l'heure du midi aussi. Ici, ça fait 300. Et ici, ça fait 50. Voilà la courbe où les niveaux sont beaucoup plus bas, évidemment, et qui colle à ce que l'on demande, hein, avec 50 mètres cubes par heure et par occupant. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. en tout cas, on a remis les courbes. Vous pouvez vous-même les réaliser directement sur le site en téléchargeant les informations et vous récupérerez l'ensemble des données, soit pour les études de cas que nous venons de présenter, soit aussi pour vos locaux, bien sûr, puisque c'est l'intérêt. Alors, on a une question de Frédéric qui demande s'il y a eu de la métrologie de réaliser pour corroborer les résultats obtenus par la simulation dans un cas réel et si oui, est-ce qu'on avait une marge d'erreur? Oui, alors ça a été fait effectivement dans notre campagne QAI, hein. Julie l'a évoqué rapidement. À la base, c'est une action conjointe sur la qualité de l'air intérieur menée par les deux CARSAT. Et effectivement, on a, avec des détecteurs CO2 que on a regardé ce qui se passait. Alors, au-delà de la vérification expérimentale, on a aussi fait valider l'outil par l'INRS. Donc, le modèle qui est utilisé, c'est le modèle déterministe, hein. Donc, on compte tout le CO2 qui rentre et tout le CO2 qui sort, hein. Donc, effectivement, dans certains cas de figure, c'est un modèle mathématique qui peut s'avérer un peu simpliste. On ne tient pas compte des concentrations locales qui peuvent être plus importantes, des gradients de concentration, des choses comme ça. Mais en tout cas, dans son objectif d'aider au dimensionnement, il répond complètement aux besoins, je pense. Alors, donc Pierre nous remercie, te remercie pour les courbes. Une autre question sur l'affichage légal de ces informations aux salariés des bureaux. Aujourd'hui, il n'y a pas de contrainte réglementaire à afficher la concentration en CO2 à l'intérieur des locaux. Par contre, il y a quand même une évaluation des risques qui doit être réalisée par l'employeur
pour intégrer la totalité des risques. Et c'est vrai que quand on voit des courbes finalement de concentration en CO2 qui approchent une VLEP, ce risque il doit être pris en compte au travers notamment du document unique et de l'évaluation des risques professionnels et voir si des mesures de prévention doivent être réalisées, notamment revoir le dimensionnement de la ventilation du local, réduire le nombre d'occupants, puisque parfois, sans le savoir, on a augmenté le nombre d'occupants d'un local sans avoir revu le dimensionnement de la ventilation. Et on peut se trouver dans des concentrations qui peuvent, au-delà des performances cognitives, devenir dangereuses pour la santé. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Pascal. Non, je pense que c'est clair, effectivement. Alors, on a une question sur le calcul sur les vieux bâtiments. Je pense qu'aux deux niveaux, les vieux bâtiments sur le taux d'infiltration, sur l'infiltration maximale que nous, on a prédéfini, c'est 30%, mais vous pouvez aller au-delà. Après, c'est vrai que c'est toujours délicat de l'estimer. Après, dans tous les cas, pour savoir l'apport d'air extérieur que vous aurez dans le local, vous pouvez utiliser effectivement la décroissance de CO2. Et là, vous allez pouvoir identifier le taux de fuite ou l'apport d'air neuf du local. Donc, ça fonctionne aussi sur les vieux bâtiments. C'est vrai que la difficulté, ça va être d'avoir des valeurs initiales. Mais vous pouvez retrouver certaines valeurs par les outils. Donc ensuite, une question, les mesures de débit. Ah oui, ça on y a répondu, hein, effectivement pour Pierre, les mesures de débit des extracteurs par pièce, il n'y a pas d'affichage légal qui est prévu de ce point de vue-là. Après, c'est vrai que pendant la période Covid, on avait pris l'habitude avec les jauges d'afficher un nombre de personnes par local occupé. Et on voit quand même que c'est des dispositions qui peuvent être intéressantes de prévoir un nombre maximum d'occupants dans un local en fonction de ces concentrations en CO2. Par contre, sur les débits dans les locaux, effectivement, il n'y a pas d'affichage légal imposé. Par contre, ces valeurs doivent être consignées dans un dossier d'installation de ventilation. Qui précise le débit d'air neuf et les données de dimensionnement. Donc normalement, les entreprises devraient avoir ce type d'informations. Dans la plupart des cas, elles ne l'ont pas, hein. On va pas se mentir, mais une installation bien dimensionnée dans des gros locaux du tertiaire, normalement, vous devez retrouver un dossier d'installation de ventilation qui précise les débits d'air neuf par pièce. Une question qui revient aussi fréquemment, puisque c'est vrai que dans les CARSAT, on parle de 50 mètres cubes heure, et le code du travail est aujourd'hui à 25 mètres cubes heure. Et on peut imaginer que pour des chefs d'entreprise, ils se posent la question du surcoût finalement de cette augmentation de débit d'extraction. Donc là, peut-être Pascal, tu as des éléments de réponse? Oui, alors c'est une question que l'on s'est aussi posée. Et on a travaillé avec un fournisseur sur ces produits pour avoir une estimation de ce surcoût. Aujourd'hui, l'étude économique qui a été menée montre que le surcoût par salarié et par an est de l'ordre de 30 euros. Je vous rappelle que l'étude européenne montre qu'on gagne 1 à 2 jours d'arrêt maladie au-dessus de 43 mètres cubes heure par occupant. Hein, donc le calcul est vite fait. 30 euros d'un côté, c'est le coût par salarié du passage de 25 à 50. Et en parallèle, on peut gagner 1 à 2 jours d'arrêt maladie. Donc l'intérêt économique est évident. On ne t'entend pas. Je crois que tu as coupé ton micro, Pardon. Julie. Désolée. Dans tous les cas, vous pourrez revisionner ce webinaire. Je vais peut-être passer la parole à Elisabeth Clareton qui va vous expliquer notre chargée de communication. Il y a encore une question, Julie. Faire ce visionnage. Ah.
Avez-vous quelques références de détecteurs abordables ou fournisseurs à nous recommander pour effectuer les mesures de dioxyde? Oui, alors on peut vous les communiquer par ailleurs. On a regardé sur le marché. Si vous laissez, je ne sais pas, Elisabeth, comment on peut faire pour communiquer des références a posteriori comme ça. On peut prendre les coordonnées peut-être, parce que c'est une question à laquelle on a déjà répondu. Donc je ne les ai pas en tête là, mais on peut les retrouver facilement sur un mail type. On pourra vous faire un emailing. Ouais, d'accord. Oui. Donc vous allez recevoir un lien pour le replay, si ça vous intéresse, et il va y avoir un petit questionnaire de satisfaction à la fin. Donc c'est toujours très bien d'y répondre pour nous, pour pouvoir évoluer. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Et sinon, on vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et on espère en faire d'autres prochainement. Et on vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée, merci. Merci beaucoup, à au revoir. vous. Au revoir.